Dans le cadre des accompagnements que je propose à mes élèves, je suis donc toujours amené à répondre à une ou plusieurs de leurs questions. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que lorsque je pratique les massages en séance en clientèle, est-ce que je suis obligé de suivre à la lettre le protocole que j'ai appris chez toi, donc quand ils apprennent chez moi, et est-ce que par la suite, je peux me prendre la liberté d'adapter le protocole ou alors même de créer mes propres protocoles. Alors, la création de protocoles personnalisés est quelque chose d'intéressant parce qu'elle soulève plusieurs points. Et donc, dans cette vidéo, je vais un peu aborder les différentes parties de la question afin de vous en donner un éclairage le plus concis et clair possible. Donc, pour commencer, je vais vous poser une simple question. C'est à votre avis, pensez-vous que tous les protocoles que vous apprenez dans les différentes écoles de massage sont exactement les mêmes? Par exemple, si vous apprenez le protocole d'un massage californien dans une école, est-ce que ça va être le même protocole au geste près que vous allez retrouver dans une autre école? Eh bien, la réponse, c'est pas du tout. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que, à la base, le massage est un art plurimillénaire. Il n'a pas toujours été codifié heu, avec des noms précis et donc, le massage étant un art vivant, il s'est un peu baladé, il a évolué, au travers des différentes populations, cultures qui ont pu, utiliser cet art et en plus le développer, un peu à leur sauce selon, les besoins, de la population, selon la culture aussi des populations dans lesquelles le massage donc s'est développé et donc ainsi de suite. Il s'est, selon le chemin qu'il a pris, les endroits où il s'est retrouvé, il a pris diverses formes, il s'est enrichi, de techniques ou alors de conception même de la santé et du bien-être que pouvaient avoir certaines parties du monde. Tout ceci pour donner une pluralité, des, versions, du massage et d'ailleurs aujourd'hui, il n'est pas rare que dans un même pays, il y ait parfois plusieurs versions du même massage. Je prends l'exemple du massage thaïlandais par exemple, lorsque vous allez en Thaïlande, selon la région du pays dans lequel vous vous trouvez, vous pourrez, avoir un massage thaïlandais très différent, d'un endroit à l'autre selon, dans quelle, loge, de massage il peut se trouver, et a été développé. Une autre raison de la diversité, par exemple, d'une école à l'autre, ça peut être aussi parce que et c'est souvent aussi le cas d'ailleurs, c'est que lorsque une école, enseigne un protocole de massage, il y a un copyright dessus. C'est-à-dire qu'ils ont leur protocole qui peut venir d'un endroit ou d'un autre, ou qui peut être de conception du directeur ou de la directrice donc de l'école. Et donc, pour empêcher que d'autres écoles s'approprient le massage et l'enseignent à leur tour, il y a un copyright dessus qui donc interdit la commercialisation de l'enseignement du protocole tel qu'il a été construit. En conséquence, entre la diversité des endroits où le fondateur de l'école ou la fondatrice de l'école a pu apprendre le massage qu'elle a enseigné, ou alors le copyright qui peut être ou ne pas être présent sur le protocole qu'elle a appris, ce qu'elle désire enseigner, tous ces facteurs vont engendrer de manière systématique une variation, parfois légère, parfois très importante, entre les diverses protocoles tels qu'ils sont enseignés. Donc c'est pour ça qu'on pourra très bien se retrouver avec un massage californien qui a une forme dans une école et qui pourra avoir un massage californien qui est différent, un peu, beaucoup, voire très différent dans une autre école. Et si vous voulez mon avis sur le sujet, je trouve que c'est très bien comme ça. Le massage est un art vivant qui agit sur le vivant. Et la diversité étant une part inhérente au vivant, le massage se doit donc d'être polymorphe et adaptatif. Cependant, est-ce que cela induit que l'on doit forcément créer ses propres techniques de massage ou son propre protocole de massage? Eh bien, la réponse est moins évidente qu'il n'y paraît. Car même si deux personnes ayant suivi le même enseignant en massage, c'est-à-dire qu'ils connaissent la même technique, les mêmes gestes, les mêmes enchaînements, et que ces 2 professionnels du massage pratiquent ce protocole identique sur exactement le même client, et bien le client, il aura un ressenti et vivra une expérience différente, entre les, 2 professionnels. Car les caractéristiques de chaque masseur ou masseuse est différente et lui est propre. Et certaines de ces caractéristiques vont avoir un impact direct sur sa manière d'appliquer le massage et donc forcément, ça va avoir aussi un effet sur le ressenti que pourra avoir la personne qui est en train de se faire masser. Et ces caractéristiques, ça peut être tout simplement sa taille qui peut induire une différence de style de pression. Ça peut être la taille de ses mains qui permet d'englober plus ou moins les muscles ou en tout cas de changer le positionnement.
Ça peut être aussi la texture des mains. Il y a des gens qui ont des mains plus douces, d'autres un tout petit peu plus rugueuses. Ça peut être le sens du toucher, parce que souvent le sens du toucher, finalement, c'est juste une adaptation du travail des mains par rapport aux micro-réactions que l'on peut sentir. Donc, on sait quand on doit appuyer un peu plus ou un peu moins. Donc ça aussi, c'est propre à chacun et ça influe sur le type, de manière d'effectuer, le massage. Ça peut être aussi même le support de massage, comme la table de massage, qui peut être plus ou moins confortable avec telle ou telle matière qui peut avoir donné encore une sensation différente à la personne en train de se faire masser. Ça peut être aussi le rythme auquel les gestes sont effectués, parce que des personnes qui font des massages très, très lents, il y en a qui font des massages un petit peu plus vifs, rapides. Tout ceci sont autant de facteurs qui sont inhérents à la personne qui pratique le massage et qui a une influence directe sur le massage en tant que tel et donc sur, le ressenti, de la personne en train de se faire masser. Mais on pourrait même encore aller un peu plus loin. L'état d'esprit dans lequel se trouve le masseur ou la masseuse peut aussi avoir une influence sur sa manière de prodiguer le massage. Selon si elle est préoccupée, stressée, heureuse, triste, en colère, pressée ou en pleine forme, tout ceci également va avoir un impact plus ou moins important sur le rythme, la pression, l'attention aussi qu'on va pouvoir mettre sur les ressentis de son client. Et encore une fois, tout ceci peut avoir un effet direct sur le ressenti du massage. Et pour aller même encore un petit peu plus loin, même l'état dans lequel se trouve la personne qui est en train de se faire masser va aussi avoir une influence sur, son ressenti par rapport à un massage. C'est-à-dire si elle est triste ou heureuse ou qu'elle a le temps, qu'elle est stressée, qu'elle a passé une bonne journée, une très bonne journée, qu'elle est bien dormie, qu'elle est mal dormie, tout ceci va aussi jouer sur son ressenti, dans le massage. En résumé, même un protocole pratiqué par le même professionnel plusieurs fois sur la même personne pourra donner des résultats différents et surtout pour être ressenti par cette personne de manière différente. Donc finalement, chaque massage, quel qu'il soit, même si c'est le même, peut être perçu de manière différente et donc se retrouver être un massage unique. Et quand je vous dis ça, vous dites, bon d'accord, bah alors ça sert à rien de créer des nouveaux protocoles. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit du tout. D'ailleurs, je vous ai dit que la réponse n'était pas aussi simple que ça. Mais ce que je voulais vous mettre, en lumière par là, avec ce petit préambule, c'est que l'idée de vouloir créer un protocole juste pour vouloir créer un nouveau protocole, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, même pour aller un peu plus loin, je dirais que le fait de créer des nouveaux protocoles, c'est quelque chose de quasiment inévitable et qui se fait naturellement dès que vous sortez de l'école et vous commencez un peu à faire votre propre expérience ou débuter votre activité. Car même si au départ, on n'a pas trop confiance, donc du coup, on s'en tient stricto sensu au protocole qu'on a appris, parce que ça a une durée bien précise, on est habitué et on n'a pas l'habitude de la gestion du temps. Et puis, on veut avoir une base un peu sûre pour, voilà, pour avoir quelque chose sur raccrocher, pour qu'on ait confiance en soi, être sûr de ne pas se tromper. Mais au fur et à mesure du temps, une fois que le protocole est parfaitement ancré, qu'on le connaît sur le bout des doigts, on commence à prendre confiance en soi. Et lorsque l'on commence vraiment à l'avoir pratiqué des dizaines et des dizaines de fois, on commence à se rendre compte qu'il y a certains mouvements qu'on n'aime pas trop faire et d'autres au contraire qu'on adore. Certains que vous avez l'impression qu'ils donnent pas trop de résultats et que vous dites: «Ah bah tiens, ça serait peut-être bien si je faisais ça à la place». Surtout si vous avez suivi d'autres formations en massage. Parce que plus vous suivez de formations en massage, forcément, plus votre répertoire de techniques est important. Donc plus quand il y a un mouvement qui ne vous plaît pas trop, plus vous avez, d'idées d'autres mouvements pour le remplacer. Et donc ainsi de suite, les mouvements qui vous plaisent moins, vous les remplacez avec d'autres techniques et ça se fait petit à petit et au bout de, plusieurs mois, plusieurs années, vous pouvez vous retrouver avec, un protocole qui n'a plus grand chose à voir avec le protocole que vous aviez appris initialement. Et c'est d'ailleurs au bout des années, quand on a tellement changé que le protocole n'a presque plus rien à voir, que ça fait un protocole unique que vous avez créé et que généralement c'est comme ça qu'on appelle le protocole signature, enfin le massage signature. Cela étant dit, la création de protocoles peut peut ne pas être uniquement de manière, inconsciente et justement découle d'une, adaptation et d'un changement, d'une évolution naturelle des choses. Ça peut être aussi un projet qui est clairement réfléchi et fait en toute conscience. Et généralement, lorsque l'on est dans cette démarche, ça répond à 4 objectifs. Ça peut être dans l'idée de répondre à un objectif bien défini, un besoin spécifique de la clientèle ou alors une problématique ou alors un type de clientèle qui vous intéresse, avec laquelle vous avez envie de travailler.
Ça peut être l'idée aussi de fusionner plusieurs, techniques ou plusieurs disciplines du bien-être. Ça peut être aussi pour un objectif de se démarquer de la concurrence, pour sortir du lot et pour vraiment avoir quelque chose, une offre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça peut être aussi, tout simplement pour satisfaire son ego en se disant: «Voilà, je veux une signature qui porte le nom de mon entreprise sans que ce soit un copier-coller d'un truc qui existe déjà». Mais même si chacune de ces raisons séparées peut être une bonne motivation pour se lancer dans la création d'un protocole original, c'est uniquement la réunion de ces 4 raisons qui vous permettra de créer un protocole véritablement intéressant. Car créer un protocole qui, réponde uniquement à un besoin, cela va être limitant parce que vous chercherez, uniquement dans le massage, les éléments qui vont vous permettre de, répondre à cette problématique. Mais finalement, ça va quelque part vous mettre des œillères si vous prenez que cet objectif-là et au final, vous allez juste puiser dans un répertoire qui est déjà plus qu'essoré pour au final pondre une pâle version ou une version légèrement améliorée de quelque chose qui existe déjà. Mais d'un autre côté, si vous ne développez pas un protocole avec comme l'un des points, importants du cahier des charges, qu'elle réponde à un besoin précis, ça n'a juste aucun sens. Créer, comme je le disais un peu avant, créer un protocole pour créer un protocole, ça n'a pas forcément d'intérêt. De la même manière, si vous dites: «Ah, il y a ces 2 disciplines, ça irait bien ensemble, il faudrait que je crée un protocole», oui, pourquoi pas, mais fusionner 2 disciplines juste pour fusionner 2 disciplines, ça peut donner quelque chose d'original, mais s'il y a pas un sens ou un but derrière, encore une fois, vous risquez de vous perdre, finalement dans la construction de ce projet parce que oui, même si le but c'est de projet, la finalité, c'est quand même d'apporter quelque chose de bien à vos clients et si ça, c'est pas pris en compte, finalement, vous allez vous retrouver juste avec, un truc, hybride dont, vous ne sauriez pas vraiment, trop quoi faire au final. Créer, juste un protocole, pour se démarquer de la concurrence, enfin, si c'est vraiment uniquement le but, ça n'a absolument aucun sens. Dans ce cas-là, autant prendre un protocole que vous, connaissez déjà, changer le nom et au moins vous aurez gagné, beaucoup de temps parce que finalement la finalité sera la même. Mais par contre, avoir dans son cahier des charges de construction que, vous voulez aussi vous appuyer dessus pour mettre en valeur vos services, là, ça peut être intéressant parce que cette recherche de vous démarquer des autres va vous conduire à avoir un œil, curieux et constructif dans l'analyse de votre clientèle. Ce qui va vous permettre de voir ce qui se fait déjà, donc éviter de faire pareil, de vous inspirer des choses que vous trouvez intéressantes et d'y rajouter tout ce que vous avez envie d'y rajouter, que ce soit par rapport à votre background de compétences, des techniques ou des diverses disciplines que vous voudriez fusionner, par exemple, pour pouvoir créer un protocole original. Et pour terminer, créer un protocole juste pour le plaisir de l'ego de pouvoir avoir son nom sur un protocole, ça aussi, ça n'a absolument aucun sens. Mais si vous mettez de l'ego dans la construction de votre protocole, par contre, vous allez avoir envie d'y mettre tout votre cœur, tout votre âme. Ça va être un peu quelque part votre bébé. Donc quand quelque part, quelqu'un va porter un jugement sur ce que vous êtes en train de créer, ça va vous toucher directement, vous. Si on vous dit, «Ton protocole est super», vous allez dire: «Ah bah, c'est moi qui suis super». Si on vous dit: «Votre protocole est nul», vous allez dire: «C'est moi qui suis nul». C'est ça, mettre de l'ego, dans la construction d'un projet. Et donc justement, si vous arrivez à vraiment vous investir dans la création, donc de mettre de l'ego dedans, ça ne sera qu'un moteur supplémentaire, une énergie émotionnelle mise dans la construction qui sera bénéfique à votre créativité et aussi pour avoir un jugement objectif sur la qualité de ce que vous êtes en train de créer. Je ne dirais pas qu'il est indispensable de créer un massage signature ou de créer des protocoles originaux. Ce n'est même pas une condition sine qua non de la réussite d'une activité. Mais même si, dans l'idée, vous dites: «Non, moi, j'ai pas forcément envie de créer, des protocoles», je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins d'inclure cette, démarche, intellectuelle dans votre activité. Car le massage est un chemin que l'on arpente toute sa vie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Mais l'intérêt n'est pas tant, dans, le but, hem dans la finalité ultime qui est la construction, dans la finalité de la construction de ce protocole original, mais plus dans l'état d'esprit, dans lequel elle vous place.
car cela vous invite à une curiosité et une ouverture d'esprit permanente qui, outre, vous permet d'être en perpétuelle évolution et induit aussi une certaine forme de remise en question qui est toujours profitable. Et cela vous conduira chaque jour vers une meilleure compréhension du masseur ou de la masseuse que vous êtes réellement.